Curtis est maintenant impatient de montrer aux Européens qu'il peut faire aussi bien qu'eux. Sans doute rêve-t-il de s'engager dans ce qui promet d'être l'épreuve du siècle, la traversée de la Manche. Le Daily Mail offre cette fois 25 000 francs or. Le concurrent le plus sérieux, c'est Latham et son Antoinette. Hubert Latham, 25 ans, le playboy de la belle époque. Il est riche, il est beau, il se lance avec frénésie dans tous les sports violents, la course automobile, la chasse aux grands fauves, l'aviation. Il est puissamment aidé par Léon Levavasseur, un industriel de génie qui a mis au point le premier moteur français vraiment fiable, le moteur Antoinette de 50 chevaux. Antoinette, c'est aussi le nom de l'avion, parce que la fille du financier de l'opération, Gaston Bide, s'appelle Antoinette. Début juillet 1909, Latham est prêt. Une foule de curieux l'accompagne à Sangatte, près de Calais, pour assister à la tentative. Et Latham décolle, le 17 juillet 1909, à l'aube. L'Antoinette prend son essor, longe la falaise, part au-dessus de la Manche. 10 minutes plus tard, Latham et ses espoirs sont dans l'eau. Il sera repêché ce jour-là. Latham mourra quelques années plus tard, éventré par un buffle au cours d'une chasse au Congo. Tous les espoirs des Français se reportent sur Louis Blériot, le fabricant de phares d'auto de Neuilly. Des espoirs bien minces, à vrai dire. Bien peu parieraient sur cet ingénieur taciturne de 37 ans. On l'a vu expérimenter à Issy-les-Moulineaux cette libellule en bois et en papier, le Blériot 6, aux ailes en tandem. Il avait réussi à faire un bond de 60 mètres, le 10 août 1907. Le 17 septembre de cette même année, il avait franchi 184 mètres. Et en novembre, il s'écrase. C'est un drôle de champion, sur des béquilles, qui arrive le 21 juillet 1909 à Calais. Avec son mécano, il commence par monter son avion, exactement comme aujourd'hui, Jean Salis et son ami Marcel. Jean Salis, c'est ce grand garçon à droite de votre écran. Il consacre sa vie à la remise en état des avions les plus célèbres, qui forment l'escadrille du souvenir. Il remonte pour nous ce Blériot 11 dans la cour de la ferme Grignon, près de Calais, à l'endroit même où s'était installé Blériot. Il y a que là qui est à côté, non ? Et qui peut mieux nous parler de cette aventure que le fils de Blériot, Jean Blériot. Il a fait le pèlerinage dont il rêvait depuis son enfance. Oui, d'autant plus que ça me ramène sur les lieux de son principal exploit et ça me fait rencontrer des gens qui sont familiers aux membres de ma famille. M. Grignon était le cultivateur qui a bien voulu accepter à cette époque-là d'héberger ce fou de Blériot et son matériel. Mais comment ça se passait dans la famille? On le prenait pour un fou? Enfin, c'était... On ne se permettait pas de le prendre pour un fou. Il n'aurait pas permis lui-même. Non, au contraire. On pensait qu'il allait finir par réussir. Il n'avait pas eu de chance dans les débuts, puisqu'il a cassé un certain nombre d'avions. Mais connaissant son attitude à traiter, sa famille lui a fait confiance et lui a prêté de l'argent. Et comment ça se passe pour sa femme, votre mère? Ma mère avait commencé par donner 5 enfants à mon père tout de suite après leur mariage, en 1900, et elle avait donc des charges de famille importantes. Elle a été pour mon père une excellente épouse durant toute sa vie, mais particulièrement à ce moment-là, car elle n'a jamais essayé de le détourner de sa vocation. Écoutez, il devait y avoir une atmosphère d'inquiétude quand même. Pour la vie, c'est normal. Mon père volait, je dirais pas tous les jours, mais presque, tout au moins pendant la belle saison. Au point de vue financier, l'inquiétude était permanente. Et je dois dire que au moment de la traversée de la Manche, il lui fallait un succès, parce que financièrement, la situation demandait un redressement rapide. Le moment décisif approche. Il ne reste plus qu'à fixer l'hélice sur le moteur Anzani 3 cylindres 25 chevaux.
Anzani, c'est le concurrent de Levavasseur. Pour lui aussi, cette partie qui va se jouer est essentielle. La traversée de la Manche, c'est aussi une lutte d'industriels. Le soir du samedi 24 juillet 1909, l'avion est prêt. Le Blériot 11, un avion en bois, en toile, en corde à piano. Il pèse à peine 200 kilos. Et il a l'air si frêle. Mais quel avion! Bien, il est extraordinaire parce qu'il est relativement simple et que c'est un monoplan. Hein. Tous les avions qui étaient faits à cette époque étaient tous pour la plupart des biplans ou des canards, alors que celui-ci ressemble véritablement à un avion tel qu'on les voit encore aujourd'hui. En particulier, c'était un avion aussi qui avait des commandes. On pouvait facilement contrôler en vol cette machine. Il y avait une direction qui permettait d'aller à droite ou à gauche, qui était d'ailleurs très efficace placée à l'arrière. Il y avait un volet de profondeur qui permettait à l'avion de monter ou de descendre, hein, et de stabiliser l'appareil en vol horizontal. Ce qui me frappe, c'est l'austérité du tableau de bord. C'est quand même étonnant. Au point de vue tableau de bord, il n'y a rien. Les gens, à cette époque, pilotaient avec leurs fesses, et ce qui comptait, c'était les sensations qu'on ressentait afin de contrôler la machine. Maintenant, encore fallait-il pouvoir la contrôler, et la troisième commande, qui est le gauchissement, dont, si vous voulez, je vais vous montrer un petit peu l'efficacité, c'est le vrillage de l'aile. Tenez, vous voyez. Alors, pour incliner l'appareil à droite ou à gauche, il suffisait de pousser la cloche dans un sens ou dans l'autre. Là, par exemple, j'abaisse en brillant l'aile, qui permet ensuite de sustenter davantage cette aile et de la faire monter pour le virer à gauche. Aujourd'hui, il y a des ailerons, mais à l'époque, c'était l'aile entière qui bougeait. C'était l'aile que l'on gauchissait, ça s'appelait un gauchissement. Vous voyez, voilà, c'est un débattement relativement limite, mais qui est suffisant pour contrôler parfaitement la machine. Je vais vous montrer maintenant le train d'atterrissage, qui est lui aussi quelque chose d'assez extraordinaire. C'est un train Blériot. C'est d'abord une suspension élastique d'une grande souplesse. D'ailleurs, on peut peut-être essayer de la faire actionner, vous voyez, regardez. Il a intérêt à avoir un bon train d'atterrissage. Il ne sait pas sur quoi il va atterrir. Et il a intérêt à avoir un bon moteur. Il va voler pour la première fois au-dessus de la mer. C'est ce que doit penser Blériot lorsqu'il sort son monoplan à 3 heures du matin, ce dimanche 25 juillet 1909. J'avoue, dira Blériot plus tard, que je n'étais nullement disposé à partir. Madame Blériot dira, je n'avais pas dormi de la nuit. J'espérais toujours qu'il ferait trop mauvais temps pour tenter la redoutable traversée. 3h50, tout est prêt. Voici le plan de vol de Blériot, écrit par sa main. Le départ est prévu à 4h35, du lieu dit les Baraques, à 3 km de Calais. En mer, un contre-torpilleur, l'escopette, attend pour suivre l'avion, le secourir en cas de besoin. Et ce sera la traversée. Blériot appréhende cette partie du vol au-dessus de l'eau. Après, la côte anglaise. Il essaiera avec ses 25 chevaux de franchir les falaises de Douvres et leurs turbulences. Voilà en gros ce qu'on va essayer de faire. Avec son Blériot 11 d'origine, Jean Salis s'apprête aujourd'hui à affronter le même inconnu que Blériot. Alors les contacts sont coupés pour l'instant. On me brasse, il faudrait tenir le starter en même temps. Contact. Contact. Toujours. Toujours. « 4h10, le moteur tourne rond. Brave Anzani. Blériot laisse monter la température. « 4h15. Blériot se penche pour vérifier le compte-tour. 4h25. Le soleil paraît à l'horizon. Il faut décoller exactement à ce moment-là. C'est une des conditions imposées par le Daily Mail. Et Blériot s'en va. Et Jean Salis, lui aussi, tente le coup. À
4h25, les marins de vigie sur la falaise ont fait signe à l'escopette de partir. À bord du contre-torpilleur, Madame Blériot suit à la jumelle l'avion de son mari. La frayeur me prend, dit-elle. Je tremble de tous mes membres. Le capitaine a beau donner toute la vapeur, l'avion nous dépasse. Que va-t-il arriver, dit Madame Blériot en pleurant, s'il tombe à la mer? Personne ne sera là pour le secourir. L'angoisse me torture. Que va-t-il devenir, tout seul, entre ciel et mer? Blériot, lui, dit « Je vais tranquillement, sans aucune émotion, sans aucune impression réelle. » Le calme, troublé seulement par le ronflement du moteur, fut un charme dangereux dont je me rendis fort bien compte. Aussi, j'avais les yeux fixés sur le distributeur d'huile et le niveau de l'essence. Blériot est à mi-chemin. Il s'inquiète car il est seul. Ces 10 minutes me parurent longues. Et vraiment, je fus heureux d'apercevoir une ligne grise qui se détachait de la mer et qui grossissait à vue d'œil. Nul doute, c'était la côte anglaise. J'étais sauvé. 3 bateaux s'offrent à ma vue. Je lutte contre le vent. Soudain, j'aperçois un homme qui agite un drapeau tricolore. Ah, le brave garçon. C'est un journaliste parisien, Charles Fontaine. Il écrit « Je pleure comme un enfant. Suis-je fou? Est-ce un rêve fantastique? C'est une machine volante. Un homme est à bord. » Une joie folle s'empare de moi, dit Blériot. Je ne me dirige pas, je me précipite vers cette terre. Le journal de Londres, le Daily Express, titre aussitôt « L'Angleterre n'est plus une île ». Et le Morning Post, cela va modifier profondément les théories de la guerre et menacer nos moyens traditionnels de défense. Comme il y a 70 ans, c'est d'abord la douane qui vient accueillir Jean Salis. Bienvenue, monsieur. Merci beaucoup. C'est très gentil. Je suis très touché en même temps d'être très heureux. Tu sens, monsieur? Un beau moment pour Jean Salis. Il avait mis exactement le même temps que Blériot, 37 minutes, avec les mêmes risques. Et comme Blériot, il ne parle pas beaucoup l'anglais. Merci beaucoup. It's very difficult for me to speak in English, but I'm very happy. On lui présente monsieur Edward Grigsby, qui avait vu arriver Blériot en 1909. Ah, it's very good. Yeah. Voici la photo. Je venais d'arriver. J'avais entendu le bruit de l'avion. Il n'y avait qu'une dizaine de personnes, pas plus. Il y a surtout Madame Blériot, qui vient de débarquer à Douvres et qui s'est précipitée. Je le regarde, dit-elle, je le regarde encore. C'est bien lui, c'est bien le même homme, toujours calme. Il ne se rend pas compte de ce qu'il vient de faire, ne se doute pas qu'il vient de passer à la postérité. En homme du Nord, Blériot ne manifeste guère ses sentiments. Il fait télégraphier aussitôt à son père « J'ai réussi à traverser. Louis. » C'est tout. L'avion, le cher avion, est mis sous une tente, au pied du château de Douvres, et confié à la garde des policemen. Ensuite, et malgré que ce soit un dimanche, les Anglais organisent une série de grandes réceptions pour celui qu'ils appellent désormais « The Friendly Invader », l'envahisseur amical. Mais Blériot est attendu impatiemment en France. Il y est le lendemain. Et alors c'est la folie. Dans la foule des ministres, M. Barthou, M. Millerand, des personnalités, M. Santos-Dumont. Le préfet, M. Lépine, proclame « Monsieur Blériot, vous êtes le roi de Paris ». Et 200 000 personnes se sont précipitées dans les rues pour acclamer le héros du jour, toujours suivi de Charles Fontaine et de son drapeau. L'avion est transporté en grande pompe au Conservatoire national des arts et métiers. Mais le plus important, c'est le chèque de 25 000 francs que le Daily Mail a remis à Blériot. Il vient à point
pour sauver l'entreprise. Alors, la situation s'est tout à fait redressée. Mon père a reçu des commandes extrêmement nombreuses pour son Blériot 11. Il a mis en fabrication dans des usines nouvelles qu'il a fait construire à cette époque. Et bon, la situation financière s'est très rapidement assainie. Les commandes sont venues de tous les pays du monde, d'Amérique, de Russie, d'Amérique du Sud, partout. Combien d'avions de ce type ont été construits? C'est difficile de vous donner une réponse exacte parce que le type 11 a donné naissance à une série de dérivés, si vous voulez. Je pense qu'on peut dire qu'il a dû en être construit 5 ou 600. C'est le premier grand succès de l'industrie française, son grand départ. Pour les 10 années qui vont suivre, elle sera la première du monde. Et près d'une vingtaine de ces Blériot 11 volent encore aujourd'hui dans le monde, comme celui-ci, le 56e sortie d'usine, qui fait tous les samedis le bonheur des fêtes aériennes aux États-Unis. Je vais vous montrer quelque chose qui va, je pense, vous intéresser. C'est le brevet de pilote de mon père, qui a le caractéristique essentielle de porter le numéro 1. Et voilà, c'est comme ça qu'elle était née, l'aviation.